Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous sommes dimanche au 8 septembre. Bienvenue dans le 20h. Voici les grands titres. Le président Alassane Ouattara est en visite officielle en Arabie Saoudite. Arrivé hier dans le royaume, il a été reçu ce dimanche par le roi Salman Ben Abdelaziz Al Saoud. Les deux personnalités ont évoqué les relations d'amitié et de coopération qui unissent leurs deux pays respectifs. L'Arabie Saoudite et la Côte d'Ivoire continuent de tisser la toile de leur coopération, une relation en bonne santé, vu la présence de milliers d'Ivoiriens résidant dans le royaume. Bien intégrés, ils exercent essentiellement dans le secteur informel. Nous irons à leur rencontre pour nous imprégner de leur quotidien, loin de leur pays d'origine. L'État ivoirien, dans sa politique sociale, se rapproche des populations. Les usagers de la commune de Yopougon ont le sourire depuis quelques jours. La gare, communément appelée Lavage, est fermée. Plus de taxis banalisés, mais la Sotra permet aux usagers de rallier leur destination à coût réduit. Un tarif social bien apprécié. Ce dimanche, des milliers de fidèles ont assisté à la grande messe du pape François à Antananarive, capitale malgache. Le souverain pontife a célébré l'office pendant près de 2 heures d'horloge. Il a exhorté à l'unité, au rassemblement des malgaches et à la lutte contre la corruption. Soyez la bienvenue sur RTI 1. Le président de la République, Alassane Ouattara, est arrivé hier samedi en Arabie Saoudite pour une visite officielle. Et ce dimanche, deuxième jour de sa visite, il a été reçu par le roi Salman Ben Abdelaziz Al Saoud. Les deux personnalités ont évoqué les relations d'amitié et de coopération qui unissent leurs deux pays respectifs. Viviane Aïmé est notre envoyée spéciale. Invité par le souverain saoudien, Sa Majesté Salman Ben Abdelaziz Al Saoud, a effectué une visite officielle en Arabie Saoudite, le chef de l'État ivoirien, le président Alassane Ouattara, a eu droit à toutes les marques de considération eu égard à son rang de président de la République de Côte d'Ivoire, son pays, qui a désormais retrouvé toute sa place dans le concert des nations, eu égard aussi à son propre leadership dans la région ouest-africaine et à l'estime dont il jouit auprès de ses pairs chefs d'État sur le continent africain et dans le monde. Reçu ce dimanche 8 septembre au Palais Royal, le chef de l'État ivoirien a été accueilli chaleureusement à son arrivée par le roi Salman Ben Abdelaziz Al Saoud. Les honneurs militaires lui ont été rendus dans l'enceinte du Palais Royal, marquée par l'exécution par la garde royale des hymnes nationaux de la Côte d'Ivoire et du Royaume d'Arabie Saoudite. Suivi ensuite par la présentation des délégations ministérielles respectives. Les membres du gouvernement saoudien ont été présentés au chef de l'État ivoirien. À leur tour, les ministres qui accompagnent le président de la République dans cette visite officielle ont été présentés au souverain saoudien. Dans la grande salle de réception du Palais Royal, le chef de l'État ivoirien a reçu les salutations des princes du royaume saoudien. Après les échanges de civilités, le roi Salman Ben Abdelaziz Al Saoud et son hôte, le président Alassane Ouattara, ont eu un premier entretien élargi à leurs deux délégations ministérielles respectives, suivi ensuite d'un tête-à-tête et d'un déjeuner. L'Arabie Saoudite, immense pays d'une superficie de 2 149 690 km², soit près de 6 fois la superficie de la Côte d'Ivoire, est riche de sa manne pétrolière. Elle est le berceau de l'islam et la gardienne de ses lieux saints. Elle accueille chaque année des milliers de pèlerins musulmans pour le pèlerinage annuel du Hajj. Le chef de l'État ivoirien, le président Alassane Ouattara, a émis le vœu au cours de ses différents entretiens d'un soutien plus accru de l'Arabie Saoudite à son pays,
la Côte d'Ivoire. Dans la même journée de ce dimanche 8 septembre, le chef de l'État ivoirien recevait aussi pour un entretien à son lieu de résidence le ministre des Finances du Royaume d'Arabie Saoudite, Mohamed Al-Jadaan. L'Arabie Saoudite et la Côte d'Ivoire continuent de tisser la toile de leur coopération, une relation en bonne santé vu la présence de milliers d'Ivoiriens résidant dans le royaume. Le pays n'accueille donc pas seulement le Hajj, mais aussi des ressortissants étrangers qui ont choisi d'y résider. Les Ivoiriens bien intégrés exercent essentiellement dans le secteur informel, mais loin de leur pays d'origine, ils ont quelquefois la nostalgie. Le cœur tourné vers la Côte d'Ivoire. Notre reporter Abdoulaye Koné nous relate leur quotidien. Dans la canicule d'Asfan, une localité située à 30 km au nord de Djeddah et de la Mecque, Alassane et Omar, spécialistes en mécanique générale et froid automobile, n'ont pas eu de mal à se faire une place au soleil. Il fait très chaud en Arabie Saoudite, donc la climatisation marche beaucoup. On ne peut pas rouler dans une voiture sans la climatisation. Parce que ce n'est pas un luxe ici, on peut dire que c'est une exigence. Nous qui faisons ce métier, nous gagnons bien notre vie. Je suis arrivé ici avec un visa de travail. Si tu connais ton travail, il n'y a pas de problème. Les Arabes, ils n'ont pas de problème avec les gens ici. Mais si tu ne connais pas ton travail, c'est ça le problème. Maintenant, on est en train de se préparer pour entrer au pays. Ce n'est pas le cas de Moussa, qui lui compte bien rester pendant quelque temps encore au sein de sa joaillerie à Djeddah. On dit bon, il faut prévenir pour les enfants, surtout. On a notre famille ici, on a appelé un jour à rentrer, donc il faut faire quelque chose. Souvent, il y a des gens qui nous appellent, bon, on veut telle chose, telle chose, telle chose. Bon voilà, on rentre en contact comme intermédiaire pour pouvoir réaliser cela. Donc tout cela, ça nous donne profit. Ça, c'est des activités parallèles qu'on fait en dehors de notre activité. Pour contrer le chômage des jeunes, le Royaume a décidé de mettre les Saoudiennes au travail, une discrimination positive dont profite bien cette jeune Yéménite. Je travaille dans un hôtel et je suis responsable de l'accueil. J'adore mon travail et travailler me permet de m'épanouir. C'est une très bonne chose que le Royaume permette aux femmes de travailler. Et les hommes nous respectent davantage et nos droits sont respectés. À Djeddah, ville de transit finale des pèlerins en provenance de la Mecque, se trouve le consulat général de Côte d'Ivoire. Ici, un homme travaille d'arrache-pied pour le bien-être de ses compatriotes. Dès notre prise de fonction, nous avons eu à effectuer une tournée auprès de nos compatriotes. Et nous avons échangé avec eux. Ils ont exprimé l'ardent désir de s'inscrire résolument dans la vision du chef de l'État, à savoir contribuer au développement de la Côte d'Ivoire. Sur ce, ils ont émis des vœux et nous leur avons promis d'inscrire toutes ces doléances dans un dossier que nous transmettrons aux autorités compétentes à Abidjan. Nous envisageons assurer un encadrement de proximité de nos compatriotes qui vivent en Arabie Saoudite afin de leur faciliter une intégration, une insertion dans le tissu social mis en œuvre par le gouvernement. Nous envisageons également que les partenaires économiques saoudiens s'intéressent davantage à la Côte d'Ivoire, notamment la Chambre économique de Djeddah, le commercial de Djeddah. Nous allons essayer de les intéresser à faire des projets en direction de la Côte d'Ivoire. L'Arabie Saoudite compte à ce jour environ 2500 Ivoiriens, des Ivoiriens qui entendent contribuer au rayonnement de leur pays avec la baraka de la Kaaba. Et des Ivoiriens qui suivent bien l'actualité de leur pays, une actualité dominée justement par les actions en faveur de l'emploi des jeunes. Quelle est la politique mise en place par le gouvernement ivoirien en la matière? L'emploi jeune, enjeux et solutions, c'est le sujet évoqué au magazine du dimanche. Au journal Le 13 présenté par Hamza Diaby, il a reçu le ministre Mamadou Touré. Voyons un extrait de leur entretien. Le guichet emploi, c'est une réponse apportée justement à la question donc, de la proximité de nos services avec les jeunes. Agir pour les jeunes, il faut être d'abord porteur d'une initiative, d'un projet. Il faut s'inscrire, comme je l'ai dit, au sein des COPEC, au sein donc, des guichets emploi, au sein donc, de l'agence régionale et au sein des plateformes de services. Il faut avoir entre 18 et 40 ans.
Et à partir de là, notre partenaire technique, la COPEC, va donc réceptionner l'ensemble des dossiers, va regarder les idées les plus pertinentes parce que nous finançons dans tous les secteurs d'activité, y compris essentiellement dans le domaine de l'agriculture. Et ces jeunes qui seront profilés auront une formation. Après donc la formation, ces jeunes seront financés. Pour agir pour les jeunes, vous avez 2 paliers de financement. Vous avez donc tous ces jeunes qui ont besoin de financement qui partent de 100 000 à 1 million de francs CFA. C'est ce que nous lançons donc le 16, donc 19 500 jeunes. Nous aurons un deuxième palier de financement qui va s'adresser à tous ces jeunes qui ont besoin de financement qui part de 1 million à 5 millions. Nous mettons en place des comités locaux d'analyse des dossiers des jeunes. Et dans cette stratégie, les collectivités territoriales, notamment le conseil régional, jouent un rôle important. Et ceux-là vont se réunir de façon trimestrielle pour analyser à l'échelle d'une région tous les projets de jeunes dont le financement aussi entre 1 million et 5 millions. Tout est gratuit. Voilà, l'État ivoirien promeut aussi le social pour le bien-être des populations. Les usagers de la commune de Yopougon ont le sourire depuis quelques jours. La gare communément appelée Lavage est fermée. Plus de taxis banalisés à cet endroit. Mais la SOTRA permet aux usagers de rallier leur destination à coût réduit, un tarif social bien apprécié par les passagers, comme nous le rapportent Herman Zirignon et Godfrey Kambawa. Gare Lavage de Yopougon, Saint-André, il est 8 heures. Des passagers bien embêtés. Ici, on était habitué aux taxis banalisés intercommunaux reliant cette gare aux différentes communes du district d'Abidjan. D'habitude, je prends le véhicule au lavage là. Aujourd'hui, je suis arrivé, je vois qu'il n'y a pas de voiture. Donc, je suis actuellement à l'arrêt pour prendre le bus pour aller jusqu'à Bobo, à Kekwa. Depuis lundi, on souffre. Pour partir en ville, pour partir aux 2 plateaux comme Koumansi, c'est tellement difficile. La société des transports abidjanais, la SOTRA, décide de remédier à cette situation inconfortable pour ses usagers en créant de nouvelles lignes de transport et permettre aux populations de se déplacer à moindre coût. Nous sommes au service de la population. L'État, dans son rôle social, permet à la SOTRA de transporter, je dirais, les plus démunis, permettre à ceux qui n'ont pas les moyens de pouvoir se déplacer. Donc, ces lignes sont mises à la disposition de la population. Avec le renforcement de nos capacités, nous allons monter en puissance pour affecter, je dirais, un peu plus de véhicules à ces différentes dessertes. L'initiative est bienvenue. Nous éviter de nous battre en allant chercher les Woro. Et puis éviter aussi les histoires de monnaie. Parce qu'ici, c'est 500. Mais au coin de Woro, on nous fait à 600. Si tu n'as pas 100 francs, on ne peut pas te prendre. Donc tu ne peux pas arriver à destination. Le premier magistrat de la commune de Yopougon, Gilbert Kafana Kone, quant à lui, rassure les populations et promet d'éradiquer le phénomène des auxiliaires de transport appelés Nyambro dans sa commune. Plus loin, la ville de Boundiali fait sa mue avec l'arrivée de l'équipe du ministère de l'Assainissement et de la Salubrité. Boundiali s'engage à devenir une ville coquette. En témoigne d'ailleurs la joie des populations qui ont accueilli ce week-end la 31e édition de l'opération Grand Ménage. Tout le monde est impliqué pour rendre la localité propre et rayonnante. En première ligne, vous allez le voir, la maire de Boundiali, Mariatou Kone, et le préfet de la Bagoui, Ami Sissoko. Boundiali, ville coquette, je m'engage. Cette ambition affichée par le premier magistrat de la commune de Boundiali se matérialise ce samedi 7 septembre par l'opération Grand Ménage. Balai en main, cette action de Mariatou Kone, maire de Boundiali par ailleurs, ministre de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté, vise à amener ses administrés à tourner définitivement le dos à l'insalubrité. Pour se doter donc d'un cadre de vie sain, afin de se protéger des problèmes de santé publique, c'est toute la commune qui arpente les rues pour dénicher le moindre déchet. Ça, c'est une opportunité que la population doit saisir pour désormais rendre la ville de Boundiali coquette, très propre et qu'on soit vraiment en bonne santé. Et après, il faut prendre le relais, il faut sensibiliser, il faut montrer aux populations que le cadre sain, c'est celui qui est bon pour la santé. Un cadre sale donne des maladies. Le top départ de la 31e édition de l'opération Grand Ménage à Boundiali a été donné par sa mère, Mariatou Kone, et le préfet de la région de la Bagoui, représentant la ministre de l'Assainissement et de la Salubrité, Anne-Désirée Ouloto.
Nous voulons une ville propre. Nous souhaitons que chaque Boundialika, chaque citoyen de la commune de Boundiali fasse le geste de propriété vis-à-vis de sa ville. Chacun doit faire son travail de propriété afin que Boundiali mérite son titre de Boundiali ville coquette. Le message, c'est d'inviter nous à prendre conscience de l'assainissement de leur environnement, de la question de salubrité, qui est une question qui concerne chaque citoyen. Ce n'est pas l'affaire du maire, ce n'est pas l'affaire du député seul, ni du sénateur, ni du président du conseil, mais de chaque citoyen. Pour un Boundiali plus rayonnant, le ministère de l'Assainissement et de la Salubrité ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. En plus d'installer 2 comités de lutte contre l'insalubrité communale et régionale, du matériel de nettoyage de plus de 15 millions de francs CFA à la mairie de Boundiali, en vue de rééditer cette expérience le premier samedi de chaque mois, conformément à la tradition de l'opération Grand Ménage. Voilà, je vous conduis maintenant sur le terrain politique pour voir comment le PCC, le Parti communiste chinois, renforce sa coopération avec le RHDP. Une délégation du PCC en visite dans notre pays a échangé avec les responsables du Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix. Les 2 partis ont signé un mémorandum et ce partenariat vise le partage d'expériences en matière de gouvernance et de formation politique. Kolo Klubali. Construire une communauté de destin, voilà ce qui pourrait symboliser les visions du PCC, le Parti communiste chinois, et le Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix. C'est d'ailleurs pour marquer ce départ qu'une délégation de haut niveau du PCC est en Côte d'Ivoire, conduite par Kung Kishan, président de l'Institut du Comité central du Parti communiste chinois, sur l'histoire et les archives du parti. Avec d'autres responsables du PCC, ils ont eu une séance de travail avec le directeur exécutif du RHDP, Adama Bictogo, accompagné de ses collaborateurs. Le premier axe de cette collaboration consiste à l'accompagnement du RHDP, à la consolidation de son organisation, à la formation de ses cadres, à la promotion des échanges au niveau des jeunes, des femmes, de la communication, notamment la presse, dans la mesure des possibilités du Parti communiste chinois. Le deuxième axe a porté sur des échanges sur les expériences de gouvernance d'État pour renforcer les capacités de l'exercice du pouvoir d'État. Le chef de délégation du Parti communiste chinois a à cet effet affirmé la disponibilité de son parti à encourager l'investissement des entreprises chinoises en Côte d'Ivoire. Pour la réalisation de ces 2 axes, les 2 partis ont convenu de l'organisation de différentes missions, aussi bien en Chine qu'en Côte d'Ivoire. Cette visite du Parti communiste chinois vise à présenter la pensée de Xi Jinping sur le socialisme à la chinoise de la nouvelle ère. Le PCC a tenu son premier congrès en 1921, une longue expérience, une école de formation politique, un engagement matérialisé ici par ces échanges de présents avec cette étoffe symbolisant la route de la soie. De son côté, le directeur exécutif du RHDP a remis un document qui présente entre autres le parti et sa cartographie. Le RHDP continue de prôner la paix et le rassemblement. Les cadres continuent d'investir les localités. Hier samedi, le ministre Amédée Kofi Kouakou, à la tête d'une forte délégation, s'est rendu dans la région de Lifou pour échanger avec les populations qu'il a invitées à la paix et à la cohésion. Le reportage de Michel Digri. Le ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier, par ailleurs président de l'association des cadres du centre du RHDP, devant 220 chefs traditionnels sur les 317 que compte la région de Lifou. Amédée Kofi Kouakou est allé expliquer les idéaux de son parti et apporter des éléments de réponse à certaines préoccupations des populations. Comment le RHDP a été créé, comment le RHDP compte fonctionner, comment le RHDP peut envoyer la paix en Côte d'Ivoire. On pense bien que c'est l'objectif souhaité par nous tous. Et en tant que représentant de jeunesse, je pense que le ministre a bien fait, il a bien expliqué. Emmener les garants de la tradition de la région de Lifou à vulgariser le message du vivre ensemble aux populations, c'est l'objectif visé par Amédée Kofi Kouakou et son collègue Lata Nguessan Kofi. C'est un message de paix, d'entente du président de la République et du Premier ministre. C'est ce message-là que nous avons porté donc à nos parents. Il faudrait que
la Côte d'Ivoire continue d'être en paix. Parce que l'essentiel, c'est qu'on puisse attirer les investisseurs et un investisseur ne vient pas dans un pays où il y a du bruit. En tournée depuis 7 mois dans plusieurs régions du pays, le président de l'association des cadres du centre du RHDP fait le point des différentes étapes. Le peuple baoulé est attaché à la paix. Le peuple baoulé est attaché à la cohésion. Le peuple baoulé a besoin de développement. Et je pense que ce message que nous avons porté donc, au nom du chef de l'État et du Premier ministre, ce peuple l'a compris. Plusieurs militants du RHDP se sont engagés à faire la promotion de leur parti dans la région de l'Ifou et permettre aux populations d'y adhérer. D'autres cadres du RHDP sillonnent aussi le pays. La caravane de la paix pour mobiliser les militants et prôner le rassemblement a fait escale dans le département de Dimbokro. Voyons l'étape de la sous-préfecture d'Abidji où les militants ont été invités à maintenir la flamme de la cohésion pour des élections apaisées en 2020. Kader Sogodogo. Construire la paix dans l'esprit des hommes et des femmes du département de Dimbokro pour des élections apaisées en 2020. C'est l'objectif que s'est assigné un groupe de cadres du Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix, RHDP, de cette région en initiant une caravane de la paix qui a été lancée dans la sous-préfecture d'Abiki en présence de nombreux cadres et de populations issus de 15 villages de cette circonscription administrative. Dans son allocution, Kwasi Kwame a invité les 15 villages de la sous-préfecture d'Abiki à la paix. C'est un train qu'on a mis dans la gare. Nous voulons que beaucoup montent dans ce train, que nous allons à la paix pour aboutir au développement, non seulement de nos petites localités, mais de tout le pays entier. Le coordonnateur associé du RHDP de la région d'Unzi, Eugène Kofi, parrain de la manifestation, a souligné la nécessité d'informer suffisamment les populations rurales afin de leur éviter la manipulation. L'invité spécial à cette cérémonie, le député Yao Séraphin, a estimé que le seul combat qui vaille la peine d'être mené est celui du développement et de la renaissance de Dimbokro. Félix Houphouët-Boigny, c'est un homme de paix et le président de la République, Alassane Ouattara, est un homme de paix et nous devons travailler dans ce sens-là pour que les élections qui vont se passer en 2020 soient apaisées pour continuer l'œuvre immense qui a été déjà entamée par son excellence le président de la République. Dimbokro, il faut le rappeler, s'apprête à rendre un hommage au nom de toute la région d'Unzi au président de la République, Alassane Ouattara. Et loin de la scène politique, la génération Nyando de Grand Alépé dans la région de Lamé célèbre le 20e anniversaire du Fakwe. Cette génération se compose de 5 classes d'âge. Le Fakwe est une institution d'initiation et de formation des jeunes en vue de leur inculquer des valeurs concernant notre société traditionnelle. Grace Kando nous en dit plus. Ce tam-tam parleur pour véhiculer des messages de paix, de réconciliation et de cohésion sociale. Nous sommes à Grand Alépé, dans la région de Lamé. La génération Nyando, composée de 5 classes d'âge, à savoir les Guéwo, les Tchoba, les Bonto, les Asangba et les Agri, célèbre le 20e anniversaire du Fokue, qui symbolise la maturité et la capacité à gérer le pouvoir. Le Fokue, une école de démocratie, une œuvre écrite par le chef de cette génération. Retenez simplement que le Fokue, qu'on appelle génération, le Fokue est une école de formation. Elle donne une formation sociale, une formation, je dirais, militaire et une formation politique, formation à la vie. Le 20e anniversaire de la génération Nyando est aussi l'occasion de faire un bilan. Pour la génération Nyando, c'est essentiellement de réaliser des travaux d'assainissement des rues du village. En 2015, notre projet a été inscrit au PPU et nous avons bénéficié d'1,7 km de caniveau. Les travaux sont encore en cours. Beaucoup a été fait. Parrain du 20e anniversaire de la fête du Fokue à Grand Alépé, le ministre de la fonction publique a été fait dignitaire honoraire du village avec pour nom Yapi Yapi. Le général Issa Koulibaly exhorte ses filleuls à s'attacher à la tradition. Restez fidèles à nos traditions dans ce qu'elles ont de positif, parce qu'elles nous enseignent comment nous tenir, elles nous enseignent la morale, elles nous enseignent le civisme.
Un peuple qui n'a pas de culture est un peuple sans âme et donc un peuple qui navigue à vue. Le parcours initiatique de la génération Nyando de Grand Alépé a duré 16 ans. Au plan sanitaire, les députés de Yamoussoukro volent au secours des malades en donnant de leur sang pour renforcer l'autosuffisance en produits sanguins du CNTS, le Centre national de transfusion sanguine. Une collecte de sang a été donc organisée hier samedi. L'opération citoyenne vise à lutter contre les pénuries de sang dans les formations sanitaires de la région. Hommes et femmes de Yamoussoukro, âgés de 18 à 60 ans, se sont donné rendez-vous à la permanence pour donner leur sang. Objectif de ce geste, soulager des familles en détresse. Une initiative des 2 députés de la commune, Kwasi Kwame et Baba Sila. Une collecte de sang organisée en collaboration avec le Centre national de transfusion sanguine CNTS et l'Association des donneurs de sang. Il faut dire qu'il n'y a pas plus grand sacrifice que de donner son sang pour sauver des vies. Et aujourd'hui, nos députés nous rejoignent dans notre élan de pouvoir faire du don de sang un mode de vie des Ivoiriens. La contribution des députés a consisté à mobiliser les populations de Yamoussoukro pour la tenue de cette action. Nous avons d'abord constaté qu'il y a un besoin. Et nous avons pu voir les structures sanitaires d'ici. On dit que vraiment il y a un manque criard de sang. Et chaque fois, nous sommes sollicités par les parents. Au niveau national, nous avons une pénurie de sang dans les hôpitaux. Et nous avons pensé qu'il était bon d'organiser donc une collecte de sang au niveau de la commune de Yamoussoukro pour pallier donc à ce déficit-là. Collation et bilan de santé au menu de cette collecte de sang. Cette opération citoyenne, initiée par les 2 députés de la commune qui entend s'inscrire dans la durée et à sa première édition. La reportage réalisé pour vous par Jean-Marc Diadi. Plus loin à Sao Tomé et Principe s'est tenu le sommet africain pour la paix, l'unité et le développement durable. Environ 1000 délégués venus de plusieurs pays d'Afrique, dont la Côte d'Ivoire, ont pris part à cette rencontre. 500 couples ont été invités à être des ambassadeurs de la paix dans le monde. Le reportage d'Abou Sanogo, notre envoyé spécial dans nos prochains journaux. Je vous propose à présent le reste de l'actualité à l'étranger dans le 7 sur 7. Voyons ce qui a marqué l'actualité internationale cette semaine. Les généraux Gilbert Diendéré et Djibril Bassolé, accusés d'être les cerveaux du coup d'État manqué de 2015 au Burkina Faso, ont été condamnés lundi 2 septembre, respectivement, à des peines de 20 et 10 ans par le tribunal militaire de Ouagadougou. Gilbert Diendéré a été reconnu coupable d'atteinte à la sûreté de l'État et de meurtre. Djibril Bassolé, lui, a été reconnu coupable de trahison. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa a condamné mardi 3 septembre les violences xénophobes qui ont secoué son pays, où la police a tiré des balles en caoutchouc pour prévenir de nouveaux pillages de commerce tenus par des étrangers. Dans la nuit du lundi à mardi, de nouveaux incidents ont éclaté dans le township d'Alexandra, un des quartiers pauvres de Johannesburg où habitent de nombreux étrangers. Carrie Lam, la chef de l'exécutif de Hong Kong, tente de reprendre la main dans la crise politique qu'elle a déclenchée. Elle a annoncé le retrait définitif de son projet de loi d'extradition judiciaire vers la Chine, mercredi 4 septembre, offrant une première concession aux manifestants pro-démocratie. Mais elle reste inflexible face aux autres revendications des manifestants. En 48 heures, le Premier ministre britannique Boris Johnson a connu une triple défaite au Parlement. Jeudi 5 septembre, son texte pour des élections générales anticipées a été rejeté et quelques heures plus tard, la proposition de loi demandant un report du Brexit pour éviter une sortie du Royaume-Uni sans accord, à laquelle il est farouchement opposé, a été approuvée par la Chambre des communes. Le sommet d'urgence sur l'Amazonie s'est tenu vendredi 6 septembre à Leticia, au sud de la Colombie. Le président colombien Ivan Duque a annoncé l'adoption d'un pacte régional pour protéger la plus grande forêt tropicale du monde. Un texte qui sera par la suite présenté à l'Assemblée générale des Nations unies. L'échange de prisonniers impliquant 70 détenus était en cours samedi 7 septembre entre la Russie et l'Ukraine. Le cinéaste ukrainien Oleg Sentsov ainsi que de nombreux militaires font partie du convoi. Les deux nations sont à couteau tiré depuis
le déclenchement d'un conflit à l'est de l'Ukraine en 2014. L'Ukraine a affirmé que 35 prisonniers de chaque pays seraient échangés. Le pape François s'en est pris à la culture du privilège dimanche 8 septembre, lors d'une grande messe organisée à Antananarivo, à Madagascar, pays très catholique de l'océan Indien. Il s'est adressé aux nantis du pays, dont les 9/10 des 25 millions d'habitants survivent avec moins de $2 par jour. L'événement a rassemblé 1 million de fidèles. Voilà, ainsi va le monde. Merci de nous avoir suivis. Très bonne rentrée scolaire à tous les élèves et enseignants de Côte d'Ivoire. Demain 20h, retrouvez Fatou Fofana.